pour expliquer un peu plus en détail comment on génère justement les valeurs de changement climatique qui sont simulées. Donc, on va reprendre quelques diapos là, pour vous expliquer ça le plus clairement possible, je l'espère. Donc, pour simuler le climat futur, on doit fournir à des modèles physiques de climat l'évolution future des concentrations des gaz à effet de serre afin de leur permettre d'interagir avec tout le système, avec l'ensemble du système climatique. Ce que je vous montre ici, ce sont les courbes pour le CO2, mais on fait aussi la même chose avec le méthane, l'oxyde nitreux qui est le N2O, et aussi les particules fines en suspension que l'on appelle les aérosols. Donc, au moment de débuter tout le cycle de production des simulations pour le 4e rapport du GIEC, les mesures de gaz à effet de serre qui étaient disponibles à ce moment-là allaient, je vais prendre mon pointeur, allaient j'arrive pas, ok, allaient jusqu'en 2000. Après 2000, ce sont des projections qui sont faites à partir de modèles socio-économiques qui tiennent compte de l'évolution des populations. Donc, une fois qu'on a ces courbes-là, on peut alimenter les modèles physiques de climat et on obtient des simulations climatiques de la période historique, du passé récent, mais aussi dans le futur, et on se rend jusqu'à 2100. Juste à titre indicatif, ces simulations-là prennent quelques semaines à produire. Ça nécessite quelques semaines de temps de calcul sur des supercalculateurs qui sont le même type d'ordinateur qu'on utilise pour faire générer les prévisions météorologiques. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas faire ça soi-même sur son PC à la maison. Donc, ça prend des organismes qui ont, des institutions qui ont une puissance de calcul assez importante. Donc, pour calculer des changements climatiques, on choisit deux fenêtres temporelles. On va prendre la période historique. La période historique, un petit instant, j'ai un petit problème. Ah, voilà, on prend deux fenêtres temporelles. La période historique qui varie de 1971 jusqu'à 2000, et on prend une fenêtre dans le futur qui est dans notre cas 2041 jusqu'à 2070. 2041-2070, ça peut vous sembler une période de référence qui est très lointaine, mais il y a une raison pour ça. C'est qu'à cette époque-là, les niveaux de gaz à effet de serre ont augmenté suffisamment pour qu'on puisse avoir des changements climatiques qui sont détectables, qui ne seront pas noyés, disons, dans la variabilité climatique. Donc, ça sera des signaux de changement climatique pour beaucoup de variables, pour beaucoup de régions qui seront détectables. Il y a aussi, pour cette période-là, un très grand nombre de simulations qui sont disponibles. Donc, ça nous permet d'explorer correctement les incertitudes. Les flèches noires qui sont ici, c'est pour vous indiquer les deux courbes de gaz à effet de serre qu'on a utilisées pour les simulations. Donc, la façon d'obtenir les valeurs de changement climatique, c'est en calculant la période de référence, la moyenne sur la période de référence qui est 71-2000, qui est la période de 30 ans la plus récente dans laquelle on avait des gaz à effet de serre qui sont observés. Et la moyenne on fait la moyenne pour la fenêtre temporelle future, et la différence des deux va nous donner le changement climatique pour la plupart, pour tous les indices qui ont été calculés dans la classe. Ça me permet de voir ici un commentaire d'un participant qui demande si le scénario de CO2 au niveau du sol ou en haute atmosphère, on tient compte des gaz à effet de serre sur l'ensemble de la colonne atmosphérique. Donc, c'est vraiment le total
le total de gaz, peu importe le gaz qui se trouve dans l'atmosphère. On fait ça la même chose pour tous les gaz et on a ces données-là pour l'ensemble de la planète. Pour les modèles climatiques, ça n'a pas d'importance où les gaz ont été produits du moment qu'ils se trouvent dans l'atmosphère, ils interagissent avec le climat. Donc, un peu plus en détail au niveau des scénarios, je vous ai mentionné qu'on a pris un certain nombre parmi les très nombreuses simulations climatiques qui sont disponibles, on en a choisi 15 qui sont assez représentatives de l'ensemble, particulièrement pour le Québec. Et à partir de ces 15 simulations-là, pour chacun des indices de la classe, on produit des valeurs de changement climatique. Donc, on voit ici de façon schématique. J'ai volontairement pas mis de nom d'indice ni de valeur, simplement pour vous montrer qu'on obtient 15 valeurs de changement climatique. Une fois qu'on a cette distribution-là de changement, on peut calculer le 10e percentile et le 90e percentile. Et c'est ces deux valeurs-là qui seront cartographiées pour ce qu'on appellera le scénario de changement inférieur et le scénario de changement supérieur. Donc, c'est ça qu'on va cartographier et présenter dans la classe. J'aimerais au passage vous mentionner qu'on peut voir que les valeurs de 10e et 90e percentile ne tombent pas nécessairement exactement, pas nécessairement sur l'une des 15 valeurs de changement climatique fournies par les modèles. C'est simplement des limites là, de la distribution. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que 80% des changements climatiques qu'on a simulés à l'aide des modèles se retrouvent entre ces deux limites, entre ces deux bornes-là. Donc, ça donne un peu la plage de valeurs les plus fréquentes données par les modèles de climat. J'aimerais aussi attirer votre attention sur un aspect qui est assez important. Selon les différents indices du climat, on voit ici les 15 valeurs de changement climatique qui ont été données par 15 modèles. Selon les indices, les modèles ne se classeront pas tous dans le même ordre, nécessairement, selon l'indice qu'on choisit. Ça veut dire qu'un indice qui va donner un modèle plutôt qui va donner un changement climatique, une plus petite valeur, bien, pour un autre indice, il peut se retrouver complètement de l'autre côté de la distribution. Ça veut dire que lorsque vous utilisez les scénarios de changement climatique, si vous prenez systématiquement, disons, le scénario de changement supérieur, ça vous donnerait probablement un portrait du climat futur qui serait exagéré par rapport à ce que les modèles fournissent eux-mêmes. Le même argument vaut si vous utilisez systématiquement le scénario de changement inférieur pour toutes les valeurs. Donc, comme René l'a mentionné tout à l'heure, il y a deux façons d'atteindre les cadres de climat futur, soit en déplaçant le curseur qui est la plupart du temps à la droite complètement de votre écran et de votre navigateur, ou simplement en cliquant sur l'onglet « Climat futur ». Ici, comme on l'a vu tantôt pour le climat actuel, il y a généralement, le menu déroulant donne quelles sont les variantes de l'indice qui sont disponibles pour cette carte-là. Certains indices n'ont qu'un seul choix, d'autres en ont trois, donc c'est variable d'un indice à l'autre. Nous, on va, comme tout à l'heure, prendre le cumul avril-octobre et ça nous amène directement aux cartes de climat futur.